Bonjour à tous. Récemment, je me suis pas mal intéressé à la mythologie grecque et j'ai découvert un culte à mystère assez étrange qui s'appelle les mystères d'Éleusis. Mais pour comprendre comment fonctionnaient les mystères d'Éleusis, il faut comprendre comment fonctionnaient les cultes à mystère à cette époque. En fait, il y en avait dans de nombreuses villes grecques et à chaque fois, ils étaient placés sous la protection d'un dieu. Il y avait les mystères de Mithra, les mystères de Dionysos. Mais ceux qui ont indéniablement le plus influencé la Grèce puis la Rome après elle, c'était les mystères d'Éleusis. Éleusis, c'est une petite ville située à peu près à 13 km à l'ouest d'Athènes et tous les ans s'y déroulait une cérémonie d'initiation. Maintenant, on ne sait pas exactement qui a été initié à l'époque, mais on pense que la plupart des plus grands philosophes grecs, comme Socrate, Aristote, Platon, Épictète, ont été initiés. Et à partir du moment où les Romains ont découvert ces mystères, ils ont aussi commencé à se faire initier, comme Plutarque, Cicéron. Et en fait, à partir d'une certaine période, tous les empereurs romains commencent à se faire initier aussi. Marc Aurèle qui reconstruit le temple lorsqu'il est détruit par des barbares, Adrien, etc. Alors, on ne sait pas grand-chose de la cérémonie d'initiation en elle-même, puisque le sens des mystères d'Éleusis, c'est justement que c'est des mystères, ça doit rester secret, et révéler ces secrets pouvait être puni par la peine de mort. Mais on connaît un petit peu les préparations par lesquelles les futurs initiés devaient passer avant cette cérémonie. Déjà, ils commençaient un jeûne rituel de plusieurs jours où ils ne pouvaient pas manger, et ils allaient se baigner dans la mer près d'Athènes pour une sorte de purification rituelle. Ensuite, ils partent dans une procession d'Athènes jusqu'à Éleusis en portant dans des grands paniers des objets sacrés. Et ensuite, une fois qu'ils arrivaient, l'initiation secrète durait 2 jours. C'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir savoir ce qui s'est passé parce que, en fait, on a tellement peu d'informations sur la Grèce antique, déjà, sur les milliers de tragédies qui ont été écrites à l'époque, il nous en reste que 33, il me semble. Donc, c'est sûr que s'il nous reste si peu de choses, il ne peut pas nous rester les secrets que même à l'époque, la plupart des gens ne connaissaient pas. N'empêche, on peut quand même savoir comment est-ce que les auteurs de cette époque en parlaient. Voilà quelques citations. Platon écrit dans le Phédon « La vue et la vision bénie dont il a été témoin dans un état de perfection ont été le point culminant de son initiation au plus saint des mystères. » Aristote « On n'y va pas pour apprendre quelque chose, mais pour vivre quelque chose. » Cicéron, un Romain. Car il me semble que parmi les nombreuses choses exceptionnelles et divines que votre Athènes a produites et apportées à la vie humaine, rien ne vaut ces mystères. Car grâce à eux, nous sommes passés d'un mode de vie rude et sauvage à l'état d'humanité, et nous avons été civilisés. De même qu'ils sont appelés initiations, de même en réalité, nous avons appris d'eux les fondements de la vie, et nous avons saisi les bases non seulement pour vivre dans la joie, mais aussi pour mourir avec une meilleure espérance. Praetextatus. Les mystères d'Éleusis tiennent le monde entier en place, et sans eux, la vie deviendrait invivable. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits à une certaine époque sur les mystères d'Éleusis par des hellénistes. Et à chaque fois, leur théorie était que les mystes, donc les initiés, rentraient dans un état de transe grâce à des danses rituelles ou grâce à des sacrifices d'animaux. Mais en 1978 est sorti un livre qui a proposé une hypothèse radicalement différente sur ce qui pouvait se passer pendant ces cérémonies. Ce livre il s'appelle « La route d'Éleusis » et il a été écrit par 3 scientifiques, Wasson, Hoffman et Ruck. Et vous allez très vite deviner la nature de cette hypothèse en voyant qui sont ces scientifiques. Wasson, c'est un ethnobotaniste, à la base c'était un banquier mais passionné d'ethnobotanie, qui a beaucoup étudié l'utilisation par les aborigènes mexicains des champignons hallucinogènes et de leur cactus peyote qui contient de la mescaline. Hoffman, c'est tout simplement l'homme qui a découvert le LSD dans les années 40 en Suisse dans son laboratoire. Il est connu pour son fameux tour en bicyclette sous LSD puisqu'en fait, sans faire exprès, après l'avoir synthétisé, il en avait un petit peu ingéré et comme c'est vraiment très puissant, il a essayé de rentrer chez lui en vélo et ça s'est passé d'une manière vraiment étrange et inattendue. Et Ruck, c'est tout simplement un spécialiste de l'histoire antique qui lit à la fois le latin et le grec. Ces 3 auteurs, ils ont été intrigués par quelques lignes de l'hymne à Déméter, qui est l'hymne principal consacré au mystère d'Éleusis, dans lesquels il est mentionné qu'au début de cette cérémonie, les initiés doivent boire le koukéon. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une boisson qui, selon l'hymne à Déméter, contenait entre autres du fromage, de l'orge, mais on ne connaît pas vraiment sa composition. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Hoffman, quand il a découvert le LSD, il l'a découvert dans un champignon qui s'appelle l'ergot de seigle et qui pousse sur le seigle, mais en fait, il existe aussi d'autres ergots qui poussent sur toutes sortes de céréales. En combinant leur savoir, ils établissent leur théorie qui est que, à l'époque, il est tout à fait possible que, volontairement, les prêtres d'Éleusis faisaient contaminer
de l'orge ou alors un autre céréale par de l'ergot et ensuite préparer une boisson psychédélique qui allait être donnée aux initiés et leur faire avoir une expérience hallucinogène totale. Maintenant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est pas si évident que ça, parce que l'ergot ne produit pas que du LSD. En fait, il produit plein d'alcaloïdes, plein de petites molécules qui sont différentes, qui sont des sortes de variantes du LSD. C'est même assez dangereux puisque au Moyen-Âge, en Europe, il y a eu de nombreuses épidémies d'ergotisme. En fait, c'était quand la saison des récoltes était un petit peu trop humide. Et donc, l'ergot commençait à se développer sur le blé, sur tous les céréales. Et ensuite, quand ils en faisaient du pain, eh bien, tout le monde en consommait. Et énormément de gens tombaient malades et avaient des hallucinations. Certaines de ces épidémies auraient fait des milliers de morts. Et ces hallucinations, ces symptômes, cette maladie auraient même influencé l'art à l'époque, puisque certains spécialistes pensent que la peinture de Hieronymus Bosch, qui est connue pour ses tableaux comme Le Jardin des Délices, aurait sans doute été inspirée d'expériences de ce genre. Donc non seulement les Grecs auraient dû trouver une manière d'extraire les molécules les moins dangereuses de l'ergot avant de pouvoir préparer leur boisson, mais en plus c'est un livre qui n'est pas extrêmement documenté parce qu'il est sorti en 78 et à l'époque il y avait moins d'informations sur le sujet. Mais récemment, il y a un jeune chercheur qui s'appelle Brian Murarescu qui, il y a à peu près une dizaine d'années, a lu La route d'Éleusis. Et ça l'a tellement passionné qu'il a passé à peu près 10 ans de sa vie à creuser cette question. Dans son livre La clé de l'immortalité, Murarescu raconte son enquête. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va à Éleusis pour parler avec les conservateurs du temple d'Éleusis. Et il se rend compte là-bas, en discutant avec eux, que dans les paniers que les initiés devaient porter dans une procession depuis Athènes jusqu'à Éleusis, il n'y avait pas que des objets sacrés, mais il y avait aussi très probablement de l'orge. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il épluche toute la littérature sur le sujet. Et il se rend compte que de grands hellénistes, comme par exemple Kérénie qui a quasiment fondé l'étude moderne de la Grèce, ont aussi fait l'hypothèse qu'il devait y avoir l'utilisation de drogues psychédéliques à cette époque. Ensuite, il va en Espagne, où il a été découvert récemment que dans un temple dédié à Déméter, de la même époque que les mystères d'Éleusis, Déméter étant la déesse associée au mystère d'Éleusis, on a retrouvé des traces d'ergot dans un récipient. Et on n'en a pas que trouvé dans un récipient, puisqu'on en a aussi trouvé entre les dents d'un squelette, ce qui prouve qu'il y avait bien de la consommation à l'époque. Et la datation de ce temple correspond avec l'époque des mystères d'Éleusis, puisqu'en fait les mystères d'Éleusis ont tenu pendant extrêmement longtemps, de à peu près du 15e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, donc 2000 ans, c'est-à-dire à peu près aussi longtemps que le christianisme a duré. Il y a une scène assez marrante dans le livre où il discute avec ses anciens professeurs de grec qui ne sont pas du tout convaincus, qu'ils prennent vraiment pour un fou de penser que les Romains et les Grecs pouvaient prendre des drogues psychédéliques. Et ensuite, il va en Grèce rencontrer la directrice de la conservation de tout le patrimoine grec pour tout le pays. Et elle lui dit que oui, mais ici ça se fait, on sait qu'à cette époque, il y avait probablement ce genre de rituel. Les derniers indices que trouve Murarescu sont les suivants. À l'époque, certaines personnes ont été condamnées pour avoir révélé les mystères d'Éleusis, mais on sait aussi que certaines personnes ont été condamnées pour avoir pratiqué la même chose que lors de la cérémonie des mystères d'Éleusis, mais chez eux, dans un contexte non religieux. Ce qui est du coup cohérent avec l'idée d'une consommation d'une substance. Et enfin, dans les autres documents qui nous sont restés de cette époque, qui mentionnaient les mystères d'Éleusis, on avait souvent cette idée qui revenait de mort puis de renaissance, comme si les initiés allaient mourir puis renaître pendant leur cérémonie, et que c'est ça qui leur donnerait la vie éternelle, c'est ça qui leur permettrait de ne pas vraiment mourir le jour de leur mort. Alors voilà sa conclusion. Le fameux koukéon, la boisson consommée au début de la cérémonie des mystères d'Éleusis, contient très probablement une drogue psychédélique. Alors il ne peut pas être sûr de quelle drogue est-ce que c'est. Il pense que c'est probablement une sorte de bière faite à partir d'orge infectée par de l'ergot, puisqu'à l'époque ils avaient toutes les connaissances nécessaires pour faire de la bière, et ça a l'air d'être une bonne manière de consommer cette boisson sous forme liquide. Mais il est aussi possible que ce soit d'autres drogues psychédéliques, ça pourrait être des champignons, puisqu'il existe des champignons hallucinogènes qui poussent depuis des milliers d'années en Europe. Maintenant, lire ces livres, ça m'a fait réfléchir à plusieurs choses. Déjà, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point est-ce que les psychédéliques sont vraiment un mystère pour l'humanité. On sait qu'ils sont utilisés depuis très longtemps dans de nombreuses traditions autour du monde, que ce soit dans les tribus mexicaines avec le Psilocybe mexicana, leurs champignons, ou alors le cactus peyote qui contient de la mescaline, ou bien même en Amazonie, l'ayahuasca qui est préparée par les chamans et qui contient de la DMT, ou bien le fameux soma de la tradition védique hindouiste, dont on n'a toujours pas vraiment identifié la source, puisqu'il est présent dans les textes, mais on ne sait pas aujourd'hui
qu'est-ce qu'était le soma, et voir que cette tradition existait aussi très probablement en Europe chez les Grecs et les Romains, ça fait vraiment réfléchir à l'influence que ces expériences mystiques, ces expériences que beaucoup qualifient de divines, ont pu avoir sur l'art et sur la culture de notre propre civilisation, puisque nous avons hérité des civilisations grecques et romaines. Quand ils sont revenus aux États-Unis dans les années 60 et 70 avec les hippies, ils ont causé un tel désordre social, ils ont été tellement puissants, tellement étonnants que la culture américaine n'a tout simplement pas pu les intégrer et ils ont été totalement interdits. Alors que pendant ce temps-là, les services secrets américains multiplient les expériences pour comprendre comment fonctionnent ces substances sur le cerveau et si elles peuvent être utilisées comme armes de guerre ou bien même comme sérum de vérité. Et récemment, il commence à y avoir une certaine résurgence, certaines études qui sont faites aux États-Unis qui sont maintenant autorisées, alors qu'il n'y en avait pas eu depuis vraiment longtemps. Donc par exemple, il y a un chercheur qui s'appelle Roland Griffiths à l'université Johns Hopkins aux États-Unis qui a fait une expérience dans laquelle il donne une dose de psilocybine, donc c'est la molécule active des champignons hallucinogènes, à des patients atteints de cancer en phase terminale. Et il s'est rendu compte qu'avec une seule expérience mystique, plus de 80% des patients atteints d'un cancer avaient beaucoup moins peur de la mort, se sentaient beaucoup moins anxieux, et environ 70% d'entre eux considèrent que cette expérience fait partie des 5 expériences les plus importantes de leur vie, à peu près à côté de la naissance de leur enfant ou alors leur mariage. Ce qui est quand même vraiment étonnant. Et ces études, elles nous remettent devant une question qui est fondamentale, qui est centrale à la vie humaine, qui est la question de la conscience. Parce que comment est-ce qu'une molécule, simplement une molécule, que ce soit la psilocine, que ce soit le LSD, peut induire une expérience mystique, peut même induire la sensation pour certaines personnes d'avoir rencontré Dieu. Le livre de Murarescu commence avec une citation assez intéressante d'une grand-mère qui a un cancer en phase terminale, qui a participé à l'expérience de Griffiths et qui explique qu'elle a été athée toute sa vie, mais que après avoir eu cette expérience, dans un contexte médical, elle a vraiment l'impression d'avoir rencontré Dieu. Et il y a un autre papier de Griffiths où il montre que à peu près 2/3 des athées qui ont une expérience mystique, que ce soit sous psychédélique ou dans un autre contexte, après leur expérience, déclarent croire en une forme de Dieu, ou au moins en une sorte de mystère de l'univers qu'on ne perçoit pas dans notre vie quotidienne. Donc aujourd'hui, on croit tout comprendre avec la science, mais il y a bien des domaines entiers dont on ne comprend absolument rien et où on pourrait remplir des centaines ou des milliers de livres avec tout ce qu'on ignore. Et la deuxième réflexion qui m'est venue en lisant ces livres, c'est qu'en fait, toutes les religions semblent situées dans une sorte d'équilibre entre l'ordre et le chaos. D'un côté, il y a le chaos de la religion. C'est l'expérience divine, l'expérience de Dieu. Quand un chrétien dit qu'il est transcendé par l'Esprit Saint, quand un hippie va avoir une expérience psychédélique. C'est l'expérience personnelle du divin qui est totalement chaotique parce qu'elle n'a pas de structure, elle n'est pas ordonnée. Mais elle transcende l'esprit humain. Et d'un autre côté, l'aspect ordonné, c'est le texte, l'étude des principes, le dogme religieux qui dicte comment est-ce qu'on doit vivre notre vie, et aussi la structure hiérarchique qu'il existe dans toutes les religions, avec dans le christianisme le prêtre, le pape, les brahmanes dans l'hindouisme. Et bien en fait, j'ai l'impression que ces deux extrêmes sont nécessaires dans toutes les religions, et que toute religion trouve son équilibre entre les deux, et ne peut pas aller dans un extrême ou dans l'autre. Parce que si on va que dans l'extrême de l'ordre, dans la hiérarchie, dans l'obéissance, et bien en fait c'est plus une religion, c'est tout simplement une armée. Et même si les armées sont utiles, on ne peut pas organiser toute la société ou toute la vie religieuse comme ça. Et à l'autre extrême, l'extrême du chaos, on a tout simplement les mouvements hippies qu'il y a eu aux États-Unis. Ils sont très sympas, ça devait être super à l'époque. C'est expérience mystique sous psychédélique à volonté pour tout le monde. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de hiérarchie. Et donc en fait, ils ne peuvent pas s'organiser autour de principes communs. Et au final, ils ne peuvent pas laisser une trace dans l'histoire ou créer une structure qui va perdurer sur le long terme. Woodstock, ça nous a donné de la musique incroyable, ça nous a donné Jimi Hendrix. Mais fondamentalement, est-ce qu'on peut organiser sa vie comme ça sur le long terme ? Donc il semble qu'aujourd'hui, si on veut avoir une vie religieuse ou une vie spirituelle saine, il faut comprendre ces deux opposés et constamment essayer d'arbitrer entre les deux, constamment essayer de trouver un équilibre pour à la fois avoir des principes et un guide pour notre vie, mais qui ne va pas créer une dictature, et à la fois, d'un autre côté, ne pas que être des êtres de matière, mais avoir un contact avec le divin, sans non plus se perdre dans le monde des dieux et se déconnecter du monde. Donc personnellement, je vais garder ça à l'œil. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles études prometteuses.
que ce soit d'un point de vue thérapeutique ou même d'un point de vue philosophique pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est que la conscience humaine et comment est-ce que cette conscience interagit avec la matière. Bref, tout ça pour dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ah oui, dernière chose, je vais mettre des sources dans la description, je vais mettre les livres. Nous, de notre côté à l'atelier, on continue notre travail. On a de nouveaux projets dont on n'a pas encore parlé, mais j'ai vraiment hâte que ça avance. Jordan Peterson est en cours, il avance bien. Ça me fait vraiment plaisir qu'on le fasse parce que il est surtout connu pour ses aspects polémiques, les interventions qu'il a fait à la télé sur des sujets politiques, mais en réalité, c'est pas ça qui est le plus intéressant chez Peterson. Il faut regarder ses conférences, il faut regarder ses cours qui durent des heures et des heures, mais qui sont extrêmement intéressants. Et je pense que on se souviendra peut-être de Peterson dans l'histoire comme d'un penseur, de la même manière qu'on se souvient des plus grands philosophes des siècles derniers. Bref, je m'écarte du sujet, à la prochaine.